Chers élèves, bonjour. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur une des nouvelles que je vous avais proposées sur le thème de la guerre. Il s'agit de la nouvelle d'Annie Saumon, Seife aus Paris. Vous avez déjà découvert cet auteur à travers la composition d'orthographe, et je vous propose aujourd'hui d'aborder le texte d'une manière différente. Je vous donne un extrait du texte, je vous pose quelques questions concernant ce texte, et la correction nous permettra d'apporter un éclairage nouveau sur certains aspects de cette nouvelle. Je vous propose de vous lire d'abord l'extrait proposé. C'était la veille de Pâques, et tu t'en allais à Confesse lorsque tu as rencontré le jeune homme qui avait faim. Je ne me souviens plus depuis combien de temps je n'avais pas mangé. J'étais en quête d'une planque. Et toi, naïve, sans crainte et sans audace, disposée à mettre en pratique tes toutes nouvelles résolutions de carême, tu m'as ouvert la porte de la cave. Tu m'as porté une couverture. Et aussi un sac de papier brun contenant du pain et une tranche de roast-beef. Un morceau de choix, comme on n'en voyait plus jamais dans les boutiques. Tu avais étalé un peu de beurre sur le pain. Puis tu as sorti de ta poche une petite boîte rose. Sur le couvercle, un dessin doré, le Sacré-Cœur de Montmartre. Tu as dit « Ça se mange pas, c'est du savon ». Tu as dit « Je le garde depuis 2 ans, je m'en suis à peine servi. Prenez-le, vous en avez vraiment besoin. Il y a l'eau dans le réduit sous l'escalier. » C'était là qu'autrefois ton père venait développer ses photos d'amateur. J'ai tenu au creux de ma paume la boîte en celluloïd qui gardait la chaleur de ta main. Seife aus Paris. Tu m'as conduit jusqu'à cette chambre noire. Il y restait encore des bacs et des flacons avec leurs étiquettes. Hyposulfite, nitrate d'argent, ferricyanure. Et sur une commode branlante, quelques photos au coin corné. Tu m'as montré le portrait de ton père, l'image était brouillée. Et puis tu m'as présenté l'oncle Jean. Tu disais, c'est une photo prise juste avant la guerre. Maintenant qu'il a vieilli, il est encore plus beau. Cette fois, le tirage était net. J'ai vu un visage de jeune homme, front large, lèvres minces, menton aigu. Les yeux clairs, le regard étrangement intense malgré la pâleur des iris. Un regard plutôt fascinant. J'ai répété. Donc c'est ton oncle ? Tu m'as dit que si j'avais des ennuis avec la police, il m'aiderait et ce serait facile parce qu'il connaissait des gens bien placés. J'ai su que tu n'avais rien compris. Je ne suis restée qu'une nuit dans la cave. Au matin, je quittais mon refuge. J'avais un contact à établir, un message urgent à transmettre. J'ai contemplé une dernière fois dans le réduit sous l'escalier les photos jaunies. Ton père, guère plus qu'une ombre. Toi, fillette aux cheveux nattés. Et puis Jean, ton oncle Jean. Ce jeune homme très séduisant, sûr de lui, sûr de son charme, sûr d'avoir toujours raison. J'invente un peu. Pas trop. Pendant des années, j'ai entendu parler ta mère et les autres. J'ai aussi entendu tes silences, car de tout ça, tu n'as jamais rien dit. Je vous proposais comme première question: à qui s'adresse le narrateur? De quoi lui parle-t-il? Eh bien, le narrateur s'adresse à celle qui est devenue sa femme. Il s'adresse à Irène. Irène est adulte quand il lui parle. Mais il lui parle du temps où elle était adolescente, pendant la guerre, au moment où ils se sont rencontrés, une quinzaine d'années plus tôt. Il évoque les souvenirs d'Irène. Il dit ce qu'il sait de son histoire, à partir de ce qu'il a entendu, à partir de ce qu'il a reconstitué, mais aussi à partir de ce qu'il a deviné. Il écrit en effet, ligne 39-40, « Pendant des années, j'ai entendu parler ta mère, et les autres, j'ai aussi entendu tes silences. » On voit que le narrateur a beaucoup entendu, mais aujourd'hui, il met des mots sur les silences d'Irène. Son amour pour son oncle Jean, sa naïveté sur tout ce qui entourait son oncle, l'aide qu'elle a apportée au narrateur pendant la guerre. Plus loin, dans le récit, le narrateur évoquera aussi la mort de Jean à laquelle il a assisté, sans jamais en parler. Il écrit en effet à la fin du texte, « Ces moments dans la forêt, il y a 15 ans, je n'en dis jamais rien à voix haute. » Il convient dès lors de distinguer 2 périodes. Le moment de l'énonciation, c'est-à-dire le moment où le narrateur, adulte, s'adresse à Irène, désormais son épouse. Et puis le passé reconstitué d'Irène, ce qu'elle a vécu pendant la guerre, et plus particulièrement dans cet extrait, le moment de leur rencontre. Dans une deuxième question, je vous demandais, je ne me souviens plus, j'invente un peu, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués, justifier l'emploi de ce temps? Eh bien, vous l'avez reconnu, ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils renvoient au moment de l'énonciation, au moment où le narrateur, adulte, parle, au moment où il reconstitue l'histoire d'Irène. Ce sont des présents d'actualité, puisqu'ils sont liés à l'actualité du narrateur en train de se souvenir et de raconter. Même s'il avoue inventer un peu, son souci principal est tout de même de rester au plus près de la réalité. Question 3. À quel temps les verbes soulignés du 3e paragraphe sont-ils conjugués? Quel est l'effet produit par l'emploi de ce temps? Les verbes soulignés dans le 3e paragraphe sont «
Tu as sorti. Tu as dit. À 2 reprises. J'ai tenu. On voit que ces verbes sont employés au passé composé. Le passé composé est ici le temps du retour dans le passé, puisque le narrateur, en effet, fait un retour en arrière dans l'ensemble du récit pour raconter des événements qui ont eu lieu avant le moment où il s'exprime. Le passé composé est par ailleurs un temps du dialogue. Il contribue à donner une certaine oralité au récit. Le narrateur parle à Irène. Le lecteur a l'impression d'assister à une conversation privée entre les 2 personnages, conversation dans laquelle seul le narrateur s'exprimerait. À la toute fin de cette nouvelle, il écrit « Ces moments dans la forêt, il y a 15 ans déjà, je n'en dis jamais rien à voix haute. Mais parfois, je t'en parle, sans prononcer les mots, touchant ton épaule, effleurant tes cheveux ou ta joue, comme ce soir, tandis qu'assise à ta table, tu te penches vers notre petit garçon pour l'aider à terminer sa page. » Le lecteur a l'impression de lire la conversation que s'imagine le narrateur alors qu'il regarde Irène. Le lecteur suit son monologue intérieur. Il lit tout ce que le narrateur ne dit jamais à voix haute, tout ce qu'il dit intérieurement à Irène quand il la regarde. Ses paroles, jamais empreintes de jugement, et ses gestes tendres montrent qu'il accepte Irène et le passé, avec tout ce que ce passé a de trouble. Dernier point concernant le passé composé, on sait que ce temps exprime des actions passées, achevées, mais qui restent toujours en lien avec le présent de celui qui parle. Le passé composé, en effet, est le temps composé qui est associé au présent. Les actions, au passé composé, ont lieu avant le moment de la parole, mais elles ont toujours une résonance avec le présent. Elles correspondent ici aux secrets d'Irène, ces secrets connus du narrateur, et desquels il s'accommode, malgré ses divergences d'opinion. Vivre avec Irène suppose, pour notre narrateur, d'accepter les sentiments qu'elle portait à Jean, même si tout l'oppose à cet homme. Voyons la question 4. Quel est le contexte historique de cette histoire, relevé sur l'ensemble de la nouvelle, tout ce qui évoque cette période? Vous l'avez vu rapidement, cette histoire se déroule en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est dit que l'oncle Jean aurait dû partir pour le front en 1940, mais que l'armistice avait été signé dès juin. Le narrateur évoque le contexte historique de manière anecdotique, en plaçant çà et là des allusions aux réalités de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque par exemple le Stalag, où est retenu prisonnier le père d'Irène, le marché noir, quand il est question du savon, du beurre, du roast-beef de bonne qualité dont disposent Irène et sa mère. Irène fait d'ailleurs allusion au marché noir, sans bien comprendre de quoi il s'agit. Il est question également dans ce texte de la déportation des enfants juifs, avec l'évocation des camarades de classe d'Irène qui ne reviennent pas en cours, par exemple. Il est fait allusion à la vie à l'arrière, avec les cours privés où étudie Irène, les restrictions alimentaires ou les difficultés à trouver des produits de première nécessité, comme il est question dans le texte concernant le roast-beef. La chanson Maréchal nous voilà que l'on chante à l'école. Le texte nous parle également de la collaboration avec Jean et ses amis bien placés. Il nous parle de la résistance à travers les allusions aux actions menées par le narrateur, mais aussi à travers le discours de l'enseignante qui dit Radio Paris-Mans. Il est question de la libération, quand à la fin du texte, le narrateur nous dit « ça chantait, valsait dans Paris libéré ». Et puis de l'épuration, cette période à la fin de la guerre qui consiste à régler ses comptes avec ceux qui auraient collaboré avec l'ennemi. À la fin du récit, on nous parle en effet de l'exécution de Jean à laquelle le narrateur a assisté dans la forêt de Compiègne. Voyons maintenant notre question numéro 5. Quelle relation unit la jeune Irène à son oncle Jean? La jeune Irène éprouve beaucoup d'admiration pour son oncle Jean. Son père est retenu prisonnier au Stalag, et son oncle, lui promet de faire quelque chose. Pour elle, il est un héros. Elle le trouve beau. Elle le dit d'ailleurs au narrateur. C'est une photo prise juste avant la guerre. Maintenant qu'il a vieilli, il est encore plus beau. On voit bien qu'elle est amoureuse de son oncle Jean. De plus, il la gâte. C'est lui qui lui a offert les petits savons dont il est question dans cette histoire. La fascination qu'il exerce sur elle l'empêche néanmoins de voir qui il est réellement. L'oncle Jean, quant à lui, considère Irène comme une adolescente, comme sa nièce. Pour lui, il est tout au plus un père de substitution. Ses intentions ne sont en rien ambiguës à l'égard de la jeune fille. La photo de Jean qu'Irène montre au narrateur le soir de leur rencontre ne laisse pas le jeune homme indifférent. Il reconnaît justement la fascination qu'exerce son oncle, l'intensité de son regard. Il écrit « J'ai vu un visage de jeune homme, front large, lèvres minces, menton aigu, les yeux clairs, le regard étrangement intense, malgré la pâleur des iris. Un regard plutôt fascinant. » Notre narrateur est à ce point fasciné qu'il regarde une dernière fois son portrait avant de partir. Et puis Jean, ton oncle Jean, ce jeune homme très séduisant, sûr de lui, sûr de son charme, sûr d'avoir toujours raison.
La répétition de l'adjectif sûr se teinte finalement d'ironie tragique quand on connaît la fin de l'histoire. Néanmoins, à aucun moment le narrateur ne porte de jugement. Question 6. Qui est le narrateur? Présentez-le. Quels liens unissent le narrateur et Irène? Eh bien, notre narrateur emploie essentiellement le pronom tu dans la majeure partie du texte. C'est pourtant bien un je qui s'adresse à un tu. Le récit se fait en réalité à la première personne. Il faudra attendre néanmoins un grand moment avant de savoir qui est ce je. Le lecteur se demande pendant une grande partie du récit qui est ce narrateur qui semble si bien connaître Irène. Notre extrait correspond justement au moment où le lecteur comprend que celui qui s'adresse à Irène est son mari. Son nom ne nous sera jamais révélé, ce qui est réaliste, puisque nous lisons ses pensées. Il ne se nomme pas et personne ne s'adresse à lui. On le rencontre une première fois au début du texte. Non, j'exagère. Puis au milieu de la nouvelle. Là, je n'invente pas, c'est toi qui m'as dit. Et finalement dans notre extrait, situé dans le dernier tiers du récit. Je ne me souviens plus depuis combien de temps je n'avais pas mangé. Le « je » de ce texte, associé au présent, correspond généralement au « je » du narrateur, à l'adulte, qui reconstitue l'histoire d'Irène. Mais dans notre passage, intervient un second « je », associé, lui, au passé composé ou au plus que parfait, comme dans notre citation. C'est le « je » personnage, le « je » du jeune homme qui cherche une planque. S'il n'a pas d'identité, nous apprenons, grâce à une périphrase, que pendant la guerre, il était pour Irène le jeune homme qui avait faim. Il convient donc de distinguer deux je. Le je, qui renvoie au moment où je raconte cette histoire. Il est adulte, marié à Irène, avec qui il a eu un fils. Il est le narrateur de la vie d'Irène. Et le je qui renvoie à l'époque de la guerre. Dans son récit, ce je est parfois un personnage. Il nous révèle ainsi qu'il a lui-même été un acteur de ce passé, puisqu'il raconte comment il a rencontré Irène et comment il est tombé amoureux d'elle, alors qu'il était en mission. Le lecteur comprend que le je personnage est un jeune homme qui fait partie de la résistance. Le terme de résistant n'est jamais employé, il est implicite. Toutefois, il est très largement suggéré. On trouve dans le texte « J'étais en quête d'une planque », ligne 3. « J'avais un contact à établir, un message urgent à transmettre », ligne 33. Plus loin, il dira « J'ai rejoint les camarades, j'ai bourlingué au gré des missions et des filatures, des plastiquages ». Ce ne sont pourtant pas ces faits de guerre qui sont racontés ici. Il n'est pas le personnage principal de ce récit. Mais s'il n'est pas un héros de cette histoire, il n'en est pas moins un héros de l'histoire avec un grand H. En tant que résistant, il a contribué à faire reculer l'ennemi et à sauver des vies. Mais ce ne sont ni ses exploits, ni son histoire qui sont mis en avant. L'essentiel se joue ailleurs. Il n'est pas le personnage principal, mais il est un personnage témoin. Il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Il raconte l'histoire d'Irène à partir de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. S'il convient dans ce récit de bien distinguer le jeune narrateur, l'homme adulte qui se souvient, marié à Irène, père du petit Jean, du je personnage, l'adolescent qui rencontre Irène alors qu'il est en fuite, il convient aussi de distinguer les deux Irène. La jeune Irène, personnage du passé, jeune fille naïve et crédule, et l'Irène adulte, principal interlocuteur du narrateur, qui doit apprendre à vivre avec son passé et les complexités de l'histoire. Aussi, ce qui importe dans cette histoire, c'est ce qui se joue pour Irène, partagé entre deux hommes qui incarnent deux attitudes opposées face à la situation historique. Amoureuse d'un oncle qui collabore avec l'ennemi, elle est aussi celle qui se marie ensuite avec un jeune résistant. Les deux hommes de sa vie appartiennent à deux univers opposés et incarnent deux attitudes possibles pendant la Seconde Guerre mondiale. La question 7 porte justement sur la naïveté d'Irène. Pourquoi le narrateur qualifie-t-il la jeune fille de naïve? À l'époque de la guerre, Irène a 14 ans. Elle n'a aucune expérience de la vie. Elle vit seule avec sa mère. Son père est retenu prisonnier en Allemagne, au Stalag, qui est un camp de prisonniers. Elle éprouve beaucoup d'admiration pour son oncle Jean qui lui promet de venir en aide à son père. Elle vit à une époque très compliquée et elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Elle a confiance en son oncle et en sa mère. Et pourtant ceux-ci lui mentent, quand elle raconte que certaines de ses camarades au nom aux fortes consonances juives ne sont pas revenus à l'école. Elle les croit quand ils lui disent qu'elles sont parties à la campagne, et elle ne comprend pas toute l'horreur qui se cache derrière les paroles de son oncle, prétendant qu'elles sont allées boire du lait frais et respirer le bon air. Ces propos sont en effet particulièrement déplacés quand on sait que ces jeunes filles sont probablement mortes en déportation ou gazées dans un camp d'extermination. Dans notre extrait, le narrateur rapporte les propos qu'Irène tenait à l'époque et insiste sur sa naïveté. Il le dit « J'ai su que tu n'avais rien compris ». Elle répète ce qu'on lui dit, sans comprendre ce que cela implique. Elle n'est pas surprise que son oncle ait du savon, qu'elle puisse manger du roast beef.
un morceau de choix. La précision nous est donnée dans une phrase non verbale, ce qui contribue à la mettre en valeur, ou qu'elle puisse avoir du beurre. Elle ne se pose pas de questions concernant la provenance de ces 3 petits savons joliment présentés dans un coffret sur lequel est écrit en allemand Seife aus Paris. Elle ne comprend pas que si son oncle a des amis haut placés, c'est qu'il collabore avec les Allemands, et que ces fameux savons qu'il lui a offerts ont été donnés à son oncle par l'occupant en échange de petits services rendus. Enfin, elle ne comprend pas non plus que le jeune homme qu'elle a recueilli est un résistant, et que le mettre en relation avec son oncle, ou avec ses amis bien placés, le mettrait en danger. Elle ne sait pas encore que la guerre oblige les êtres à faire des choix. Je vous demandais justement, dans ma question 8, ce que vous pensiez de cette citation, des lignes 28 à 31. Tu m'as dit que si j'avais des ennuis avec la police, il m'aiderait. Ce sera facile parce qu'il connaissait des gens bien placés. Bien, cette citation met en scène la jeune Irène, le narrateur personnage, et l'oncle Jean, le personnage désigné par il. Irène, naïvement, propose au jeune homme qu'elle a recueilli de faire appel à son oncle pour l'aider. Elle n'a pas compris qu'en réalité le jeune homme et l'oncle étaient ennemis. En effet, ils ne se battent pas dans le même camp. L'un est résistant, l'autre collabore avec l'occupant. Mais Irène est trop naïve pour s'en rendre compte. Le narrateur le lui dit « J'ai su que tu n'avais rien compris ». Elle ne comprend pas ce que signifie l'expression « ami bien placé ». Les guillemets mettent en évidence tout ce que bien placé a justement de déplacé. La jeune Irène ne comprend pas ce que la formule implique. Elle se contente de répéter ce qu'on lui dit. Or, ces termes représentent tout ce qui sépare Jean du narrateur. Ce qui est bien placé serait ce qui est à sa juste place. Or, il désigne l'occupant. Les amis bien placés de Jean sont des personnes qui collaborent avec les nazis. Ce sont peut-être les nazis eux-mêmes. L'expression porte l'ironie du narrateur qui souligne gentiment l'incrédulité de la jeune Irène et le comportement déplacé de cet oncle, pourtant si sûr de lui. Dans ma dernière question, je vous demandais justement quelles étaient les différences que vous pouviez établir entre l'oncle Jean et le narrateur. Eh bien, tout d'abord, ils ne se battent pas dans le même camp. Nous l'avons vu, l'oncle Jean collabore avec l'ennemi. Le narrateur, lui, fait partie de la résistance. Ensuite, l'oncle Jean appartient au passé d'Irène. Il est celui qu'elle a aimé. Le narrateur, lui, fait partie de son avenir. Il est celui qu'elle aime et avec lequel elle a construit sa vie. Elle a même eu un enfant avec lui. L'oncle Jean est aussi celui qui lui mentait et qui entretenait sa naïveté. Le narrateur, lui, est celui qui a fait la lumière dans l'esprit d'Irène. Il lui a ouvert les yeux. Le savon est d'ailleurs emblématique des relations qui unissent les personnages. Tout d'abord, ce savon donne son titre à la nouvelle, Seife aus Paris. L'inscription en allemand mérite d'être soulignée. Elle indique qu'il s'agit d'un objet fabriqué en France, aus Paris, et destiné aux Allemands. Il est un symbole de collaboration. Il n'est pas étonnant qu'il ait été en possession de Jean. Il est par ailleurs dans le texte à plusieurs reprises question de saleté physique. Irène, adolescente, rechigne à se laver. Le narrateur, lors de leur rencontre, est particulièrement sale. Or, personne ne se servira de ces fameux petits savons. Peut-être font-ils référence à une autre saleté, à la saleté morale qui entache les individus. Le savon fait d'ailleurs le lien entre les personnages. Il est ce que l'oncle Jean offre à Irène, qu'elle-même offrira au narrateur. En épousant un résistant, est-ce pour Irène l'occasion de laver la faute de Jean, de se laver de cette souillure morale que peut représenter dans l'esprit d'Irène la collaboration de Jean? En épousant le narrateur, Irène a peut-être le sentiment de laver les erreurs du passé, de racheter la faute de Jean. Il est intéressant, pour finir, de se reporter à l'origine du prénom Irène. Il vient en effet du grec Eiren, qui signifie paix. Peut-être Irène est-elle le lien qui permet de concilier les contraires, de réconcilier l'irréconciliable, de se réconcilier avec son passé.